On peut commencer quand vous voulez. Ok, alors, il faut juste que j'active C'est lisible, la donc il n'y a pas de présentation. problème. First slide. Ok, c'est Ok, bon. on démarre. Ça couvre l'écran, c'est parfait. Donc, on est ici pour la soutenance du projet 4 Open Classroom de la formation qui concerne l'anticipation des retards de vol d'avion, avec comme données un dataset issu de 30 stats. Donc, les enjeux de prédire les retards, on en a deux principaux auxquels j'ai répondu. C'est la qualité de service au client. Et le deuxième enjeu, c'est d'optimiser la logistique pour les professionnels du trafic aérien. Donc la problématique telle que je l'ai définie, c'est de prédire numériquement le retard à l'arrivée d'un vol. Donc avec la problématique principale que j'ai traitée, la problématique 1, c'est de prédire le retard uniquement à partir des informations connues à la réservation, c'est-à-dire des informations connues longtemps à l'avance. Et la problématique 2, c'est de rajouter les informations qui sont connues le jour du départ, à savoir, on le verra, le retard au départ du vol, et donc d'essayer de prédire le retard à l'arrivée à partir du retard prévu au départ. La mesure de la performance, je l'ai faite avec principalement deux mesures en fait, le root mean square error et l'erreur moyenne effectuée 90% du temps. Et j'ai également fourni une interface web de consultation des prédictions. D'accord. Donc, la démarche suivie a été de d'abord comprendre le cycle de vie d'un vol, chronologiquement parlant, faire du feature engineering, faire des choix sur les données manquantes et les outliers, des choix d'encodage de features, concevoir globalement le modèle de prédiction, optimiser les paramètres du modèle plus précisément choisi, à savoir le random forest, par validation croisée. Ensuite, j'ai effectué une dernière optimisation afin de tenir compte d'un fait particulier qui est que les valeurs élevées de retard sont plus difficiles à prédire par le modèle. On le verra plus loin. Et ensuite, j'ai exploré des perspectives pour aller plus loin. En tout cas, j'ai listé des perspectives que j'avais en tête pour aller plus loin. Puis l'interface web. D'accord. Donc, la compréhension du cycle de vie d'un vol. Donc, un vol aérien, donc il y a différentes on passe par différents événements qui se passent dans le cycle de vie d'un vol du début à la fin. Donc, encadré en bleu, on a ici les features dans le cycle de vie que j'ai retenu pour mon modèle. Donc, encadré en rouge, on a la valeur que je prédis dans mon modèle, c'est-à-dire le retard à l'arrivée. Donc, comme features liées au cycle de vie du vol, j'ai utilisé le CRS Departure Time, c'est-à-dire que le Scheduled Departure Time, hein, donc l'heure prévue de départ, le CRS Arrival Time, donc l'heure prévue d'arrivée, et le Scheduled Dock Time, ce qui correspond au temps total passé entre le départ prévu et l'arrivée prévue. Et uniquement pour la problématique 2, j'ai rajouté le retard prévu au départ. Donc, j'ai d'abord commencé par effectuer cette analyse. Ça a permis d'écarter tout un tas de choses, tout un tas de données qui ne servaient pas à ma problématique à moi, qui était de prédire le retard uniquement à partir des données connues longtemps à l'avance. Savoir par exemple taxi out, le moment où l'avion est sur la piste, le moment où il sort le train d'atterrissage, rentre. Toutes ces données-là, il a fallu les comprendre à quoi elles correspondaient et les écarter parce qu'elles n'étaient pas utiles au problème. Ensuite, au niveau du feature engineering, on a des features quantitatives, l'heure d'arrivée, l'heure de départ prévue convertie en minutes, le temps de trajet prévu, le jour du mois de départ, le jour de la semaine de départ, distance en miles, le mois de départ, et donc uniquement retard. On va avoir deux features que j'ai rajoutées, le nombre de vols par heure le jour du départ et également dans l'aéroport considéré. Et dans les features qualitatives, on va avoir l'aéroport d'origine, l'aéroport de destination et le retard à que ça correspond à une avance en fait au niveau du vol. En termes de choix sur les données manquantes et les outliers,
Donc, sur les dates, l'année étant toujours 2016 dans le jeu de données, j'ai enlevé l'année. Ensuite, plusieurs variables équivalentes étaient les compagnies et la date de départ. Donc, j'ai conservé une seule variable pour chaque type. Je n'ai pas conservé la ville parce que je me suis contenté des aéroports d'origine et de destination. Ensuite, en termes de choix réalisés sur les retards, donc les vols annulés ou déviés, je ne les ai pas considérés comme des retards et je ne les ai pas considérés par un vol précédent qui était en dépendance avec celui-ci. Donc ces retards ne sont pas considérés comme tels par le modèle parce que ça nécessiterait d'avoir a priori l'information sur les vols en dépendance, information que c'est compliqué à obtenir. Donc j'ai écarté du coup les retards causés par un vol précédent. Et ensuite, plusieurs variables étaient disponibles dans le dataset pour les retards. Donc j'ai conservé la variable qui apportait le plus d'informations, c'est-à-dire une variable numérique continue, non catégorisée. Et une variable, j'ai choisi la variable qui pouvait être négative de façon à aussi pouvoir prédire l'avance. Et j'ai supprimé les outliers, donc certains aéroports qui n'apparaissaient qu'une seule fois, une compagnie aérienne qui apparaissait qu'une seule fois, suppression de 2% des vols avec les retards. Dans les choix d'encodage des features, dans les features quantitatives, les heures de départ et d'arrivée ont été converties en minutes. J'ai fait un centrage sur la moyenne et un écart type de 1. Au niveau des features qualitatives, j'ai testé deux types d'encodage, le one-hot encoding et le target encoding. Donc, le one-hot encoding conservait 80% des valeurs. J'ai fait un scaling min-max des features quantitatives autres que les features one-hot pour une homogénéité avec les features one-hot. Et le target encoding, en fait, c'est un encodage. Donc, plus la moyenne, plus le retard est élevé. Donc au final, j'ai un RMSE qui était légèrement supérieur pour le target encoding. Donc j'ai retenu ce target encoding qui a en plus le mérite de prendre moins de place en mémoire, parce que je n'ai pas à avoir autant qui varie numériquement, qui croît numériquement en fonction de la moyenne des retards. Le modèle de prédiction tel qu'il est conçu, en fait, donc on a trois colonnes principales qui s'enchaînent. Donc on a le data cleaning et le split des données, la préparation des données, preparation pipeline, et la prédiction de modèle. Donc dans le data cleaning, donc j'ai déjà présenté avant le data cleaning des aéroports, des compagnies, des retards. J'ai également de retard à prédire. Dans le preparation pipeline, on a le filter percentile qui consiste à supprimer les 2% d'aéroports qui sont les. J'ai également fait une conversion des données de temps en minutes. Sur l'encoding des données catégorielles, donc j'ai retenu le target encoding plutôt que le one-hot encoding. On a une feature selection qui est en fait juste un filtre sur les features à conserver et un scaling. Et ensuite, dans le prediction model, donc j'ai comparé la régression linéaire avec le random forest. Et j'ai retenu le random forest. Et ensuite, sur la base de ce random forest, j'ai fait une optimisation via grid search par validation. Ensuite, finalement, j'ai rajouté une dernière optimisation dont je parlerai à la fin. Donc, les principales de l'étape de la modélisation, si on rentre un peu plus dans le détail, donc j'ai d'abord fait un modèle naïf qui servira de base pour la comparaison. En tout cas, il faut que les modèles puissent faire mieux qu'un modèle naïf basique. J'ai comparé le target encoding et le one-hot encoding. Ensuite, j'ai comparé une régression linéaire de degré 3 avec un random forest. J'ai constaté que le random forest fitait mieux le training set et qu'il était en overfit. Et j'ai considéré qu'il était plus prometteur que la régression linéaire. Et ensuite, j'ai fait une recherche de paramètres avec validation croisée sur le random forest. Et ensuite, l'optimisation finale des valeurs prédites dont je parlerai tout à l'heure. Donc, pour la data preparation, la stratégie de stratification retenue, j'ai retenu une répartition
le RMSE était légèrement meilleur qu'avec une répartition totalement aléatoire. Et l'encodage des features, comme je le disais, j'ai retenu le target encoding. Donc le modèle Naive Always Mean, en fait, c'est un modèle qui prédit tout simplement le retard moyen. Pour chaque instance, il prédit toujours la même valeur. Quand j'utilise ce modèle-là, j'obtiens un RMSE de 42,63 minutes sur le test 7 et une erreur moyenne 90% du temps de 14 minutes 07. Ici, on voit une comparaison entre une régression linéaire de degré 3 et un random forest profondeur max 1000 et 500 estimateurs. Le type de graphe que j'ai fait, en fait, on voit les courbes du training. Les itérations sur le jeu de données. Donc, plus les itérations augmentent, plus je rajoute dans le jeu de données d'entraînement. Ce qui me permet de voir, quand je rajoute des instances, quel est mon impact en fait sur le training set et le test set en termes de RMSE. Ce qu'on voit globalement sur ce graphe, c'est que en fait, 26,64 sur la régression linéaire de degré 3. On voit en plus que les courbes d'apprentissage sur le graphe de droite sont super plates parce qu'en fait, le random forest utilise tellement bien le training set que dès la première itération, il arrive tout de suite à un RMSE aux alentours de 10, alors que la régression linéaire met un peu plus de temps à converger. On voit que la régression linéaire sur le training set sur le test set, c'est légèrement meilleur pour la régression linéaire, mais j'ai jugé le random forest beaucoup plus prometteur vu l'erreur beaucoup plus faible sur le training set. Mais également par cette comparaison ici sur les deux graphes, on voit en ordonnée les valeurs prédites et en abscisse les vraies valeurs. Et on voit que le random forest à droite il a beaucoup plus une tendance linéaire que la régression linéaire. Là, ce qu'on voit, c'est la même comparaison, mais sur le test 7. Alors, sur le test 7, étant donné que le random forest est en overfit, on voit que ce n'est pas brillant pour l'instant sur le test 7. Globalement, on a le même graphe à gauche, c'est juste que je ne suis pas sur la même, la même échelle, mais il faut imaginer le graphe de droite translaté un petit peu vers le bas sur l'axe vertical, puisqu'en fait le 0 est un peu plus élevé sur le graphe de gauche. Mais globalement, sur le test 7, graphiquement parlant, on ne voit pas encore de différence. Mais du coup, j'ai retenu le random forest et j'ai fait ma validation croisée, ma recherche de paramètres sur la base du random forest. Donc, justement, donc, au niveau de la recherche de paramètres par validation croisée, on voit ici que le meilleur modèle que j'ai obtenu, donc qui apparaît sur la première ligne, est un random forest avec une profondeur max de 10, 4 features maximum par arbre, 1000 estimateurs. Et avec ça, j'obtiens un RMSE sur le test 7 de 26,81, une erreur moyenne de prédiction 90% du temps qui passe à 9 minutes 92, sachant que 10% du temps, on est sur une erreur moyenne de prédiction de 45,79. La courbe d'apprentissage du random forest optimisé, donc le même type de courbe que tout à l'heure, on voit cette fois-ci que comme j'ai fait en quelque sorte une régularisation, c'est-à-dire que mon modèle d'apprentissage du random forest optimisé, il a moins de feature max, donc il est un peu plus régularisé. Donc sur le training set, on voit qu'il met un peu plus de temps, c'est-à-dire qu'il faut quand même rajouter un peu plus d'instances pour qu'il arrive à maturité au niveau de son RMSE training set. Et sur le test 7, on voit que ça descend un petit peu, ça passe de 27 à un petit peu moins de 27. Donc au final, c'est ce modèle-là que j'ai retenu. Dans l'importance des features pour le modèle random forest optimisé, on voit que les features les plus importantes sont la date de départ prévue, d'arrivée prévue, l'aéroport de destination et le nombre de vols par jour dans l'aéroport et l'aéroport d'origine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une optimisation supplémentaire qui tient compte des valeurs élevées de retard. Sur ce graphe,
la comparaison des résidus par rapport aux valeurs réelles. C'est-à-dire qu'en ordonnée, on voit l'erreur de prédiction, les valeurs réelles moins les valeurs prédites. D'accord. Plus on s'éloigne de 0 par rapport aux valeurs réelles de retard, plus l'erreur de prédiction faite par le modèle est importante. Donc, ça m'a permis de constater ce point-là, c'est qu'il est plus difficile en fait de prédire les valeurs élevées de retard. Et donc, le choix que j'ai fait, ça a été de me concentrer sur les retards qui arrivent 90% du temps. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de prédire mieux les retards 90% du temps, quitte à ce que 10% du temps, pour les retards les plus élevés, le modèle performe un peu moins bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affecté un poids aux données d'entraînement. C'est-à-dire que moins la valeur a été bien prédite sur le training set, plus je lui ai affecté un poids à gauche. En fait, sur la barre qui est en rouge est à 80% des valeurs de poids. Et donc, j'ai conservé uniquement les instances du training set qui avaient un poids supérieur à 0,80. Donc, on voit sur le schéma qu'en fait, ça correspond à la partie en haut à gauche, où j'ai conservé les valeurs de retard les plus faciles à prédire. Et j'ai réentraîné le modèle avec le training set ainsi réduit. Et j'ai obtenu en fait un RMSE qui est certes un peu moins bien, de 27,69, un peu moins bien que le précédent. Un RMSE sur le training set de 12,75. Et par contre, passe de 7 minutes 90 à 9 minutes 92 pour l'erreur effectuée 90% du temps. Et en compensation, l'erreur moyenne effectuée 10% du temps, par contre, est un peu moins bien. Elle passe de 48 minutes 03 à 45 minutes 119. Donc ça, c'est le modèle final que j'ai retenu pour ma problématique 1. C'est-à-dire que dans 90% des cas, je m'engage en moyenne à une erreur de 7 minutes 90 en comparaison avec le modèle naïf qui, pour rappel, était à 14 minutes d'erreur 90% du temps. Les difficultés que j'ai rencontrées et les perspectives, donc par rapport à cette problématique 1, toujours, c'est-à-dire que prédire le retard avec les erreurs connues, avec les données connues sur le vol lors de la réservation. Donc la première difficulté, c'était une difficulté de volumétrie. Donc il a été difficile d'entraîner un arbre de décision en une seule fois sur les 5,5 millions de lignes. Également, on avait de nombreuses données qualitatives mixées avec des données quantitatives et de plus avec une relation non linéaire avec la variable à prédire. Donc j'ai eu du mal à obtenir une régression linéaire performante sans monter très fortement le degré polynomial. Ça provoquait des interactions entre features qui ont explosé. Et donc c'était très difficile d'arriver au niveau de la mémoire de l'ordinateur, d'arriver à composer avec tout ça. Et également, l'autre difficulté, c'était que l'erreur du modèle n'est pas linéaire par rapport aux valeurs de retard à prédire. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que plus le retard est élevé, plus c'est difficile de le prédire. Quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, ça m'a permis d'y voir plus clair par rapport à la problématique, parce qu'en fait, sans cet aspect-là, j'avais du mal à expliquer les performances de mon modèle. Au niveau des perspectives qu'on pourrait envisager pour améliorer encore le modèle, on pourrait améliorer le modèle de Random Forest en effectuant un bagging sur différentes plages d'instances de données parmi les 5,5 millions. C'est-à-dire que là, dans ma démarche que j'ai présentée ici, je me suis limité aux mêmes 80 pour chacun de mes prédicteurs. Sur un jeu de données de 5,5 millions de lignes, en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est de varier en fait les données utilisées par chaque prédicteur pour essayer d'améliorer la pertinence des prédictions. Ensuite, on pourrait appliquer des techniques de boosting pour reparamétrer dynamiquement les poids associés à chaque instance. Dans du training set, les données qui sont les plus difficiles à prédire, j'aurais pu essayer d'affiner un petit peu plus les prédictions effectuées sur les retards élevés. Plutôt que de supprimer les données du training set, au contraire, leur affecter un poids plus élevé et appliquer des techniques de boosting par rapport à ça.
Donc ensuite, il serait aussi possible d'améliorer le modèle de régression linéaire en augmentant de façon importante les features polynomiales. Et par contre, pour pouvoir faire ça sans que le nombre de features en interaction explose, il faudrait que je limite les features de degré 1 à 3 ou 4 pour éviter justement cette explosion-là. Et ce modèle de régression linéaire, on pourrait envisager de pousser les features polynomiales dessus jusqu'à obtenir un overfit, puis d'effectuer une régularisation par-dessus. Et il serait aussi possible d'ajouter une feature qui correspond aux périodes de vacances pour essayer d'optimiser davantage les choses. Ensuite, la deuxième problématique que j'ai suivie, c'était d'ajouter dans mes features l'information de retard connue le jour du. Mais un objectif pour optimiser la logistique au niveau des métiers aériens qui travaillent dans les aéroports, c'est-à-dire rajouter l'information du retard connu le jour du départ de façon à essayer de pouvoir prédire le retour à l'arrivée. Donc, dans ce modèle-là, au niveau des features, j'ai expérimenté un modèle dans lequel j'ai mis la distance, j'ai mis le nombre de vols moyens par heure et par jour dans l'aéroport concerné, j'ai mis le retard constaté au départ et j'ai essayé de prédire le retard à l'arrivée. On voit ici dans le graphe des valeurs prédites par rapport aux valeurs réelles, on a une tendance qui est assez linéaire. Euh, C'est ok, bon, ça vous pouvez, enregistre. on continue. Ouais. Alors, donc, au niveau de la problématique 2, ajouter l'information de retard connue le jour du départ. Donc, Mhm. on voit ici un deuxième modèle où cette fois, je me place dans le cadre de l'objectif d'aider à la logistique au niveau des compagnies aériennes. Donc, prévoir le retard à l'arrivée à partir du retard au départ. Donc, on voit dans cette démarche que j'ai utilisé les features de distance, le nombre de vols moyens par heure et par jour dans l'aéroport concerné et le retard au départ. On obtient un RMSE sur le test 7 de 5 minutes 71 et une erreur moyenne 90% du temps de 6 minutes 25 et 10% du temps de 23 minutes 63. Donc on est sur des performances de prédiction qui sont bien meilleures que lorsqu'on ne connaît pas le retard au départ. On voit sur le graphe de gauche les valeurs prédites de retard en ordonnée et les valeurs réelles en abscisse. Et on est sur Mhm. une relation linéaire entre les deux variables, ce qui est conforme à ce qu'on attend. Et en termes d'importance des features pour le modèle, on voit clairement que le retard au départ est déterminant puisqu'il a une importance de 82%. Mais ce n'est pas la seule feature qui compte puisque la distance permet également à 10% de prédire les informations et le nombre de vols par heure et par jour sur l'aéroport concerné de 7%. Donc, avec ces deux modèles, on a pu répondre aux deux problématiques principales. Donc, répondre en résumé la première problématique pour le client, c'est-à-dire répondre à sa problématique de prédire les retards 90% du temps. Et dans la deuxième problématique, pour aider à la logistique, de prédire les retards à l'arrivée en fonction des retards au départ. Donc ensuite, j'ai effectué j'ai réalisé une interface web hébergée sur le cloud AWS qu'on voit ici. Donc on peut l'afficher également sur le web. Donc on voit sur cette interface à gauche les différentes caractéristiques du modèle, donc les différentes features qu'on a retrouvées au fil de la présentation.
Et à droite, on voit le retard à l'arrivée qui est prédit. Et on voit que si on fait varier les features à gauche, le retard à l'arrivée varie dynamiquement à droite. Donc on peut choisir, on a différents choix possibles, des choix numériques, des choix numériques qu'on peut faire évoluer avec les boutons plus et moins, et des choix sous forme de liste déroulante. On peut également cocher la case Display Debug Information qui permet d'afficher quelques détails sur les données fournies en input et les données transformées qui sont passées en entrée du modèle. Voilà, donc on a utilisé le framework Streamlit qui permet de faire de la visualisation de données assez facilement. D'accord. D'accord. Donc voilà pour cette interface. Donc j'en arrive maintenant à la partie questions et réponses. Ok. Merci beaucoup. L'interface, elle est déjà, elle est géniale, vraiment. Elle est Merci. très fournie, donc si je peux me permettre. Qu'est-ce que j'allais dire? Ce qui m'a surpris un peu au début, c'est pas une manière classique de faire, mais on va en discuter. Votre manière de départager entre la régression linéaire et les forêts aléatoires. D'accord, donc avant la Vous recherche faites par une optimisation. Oui, ouais. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus pourquoi vous avez pris alors que d'habitude, vous vous rappelez, d'habitude on prend la régression, on la calibre avec tous les modèles de régression possibles dans la mesure dans la mesure des moyens de calcul qu'on a. On prend la famille des forêts aléatoires, on la calibre dans son monde et on fait une évaluation sur un jeu de données test. Alors qu'ici, vous voyez un petit peu. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que de façon générale, j'ai quand même suivi les préconisations, hein, c'est-à-dire que j'ai bien sûr, dans tous les cas, séparé entre training set et test set. Mhm, Et toutes mhm, mes analyses sont faites sur cette base-là où j'ai bien séparé les deux et j'ai pu comparer les résultats. Euh, Ma mhm, logique, ça a été vraiment de commencer par comparer deux modèles entre eux sur mhm, ces bases-là avec des paramètres de base et de voir comment ils performent. Et j'ai essayé de monter, je dirais, le nombre de features et de monter la complexité de ces modèles pour voir jusqu'où je pouvais les pousser. mhm, Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sur la régression linéaire, j'ai rencontré mhm. une problématique qui était que je n'arrivais pas Ah à oui, obtenir c'est normal. d'overfit sur la régression linéaire parce que, comme je l'ai expliqué, j'obtenais rapidement une explosion du nombre de features. C'est-à-dire que là, on voit que avec un degré 3, là, j'ai 12 Ouais. features de degré 1 et avec toute Mhm. la combinatoire des features, ça me donne 455 features Ouais. de degré 3. Ouais. Et en fait, très rapidement, Deux adaptations. Mhm. j'obtenais en fait des difficultés de mémoire. Et donc, ce que j'aurais bien voulu dans l'idéal, ça aurait été de monter encore plus les features Ouais. de la régression linéaire jusqu'à obtenir un overfit pour pouvoir le régulariser. Mais c'est vrai que j'ai rencontré ces difficultés qui m'ont empêché de le faire. Il aurait fallu pour ça que j'explore une des pistes que j'ai citées en conclusion, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que je diminue le nombre de features de degré 1 pour pouvoir obtenir moins de features combinatoires et monter les degrés de la régression linéaire. Et à ce moment-là, Ok. j'aurais pu en savoir plus, mais encore une fois, ça aurait été toujours en respectant les principes vraiment de stratification Excu- du jeu de données. Excusez-moi. Ce qui fait perdre un peu celui qui suit, euh, c'est vous voyez ce que vous avez pour les forêts aléatoires, ce que vous avez en abscisse. Oui. Vous avez les nombres d'arbres, c'est ça? Alors en fait, en abscisse, effectivement, c'est un peu délicat à expliquer. C'est le nombre enfin, c'est le nombre de données dans le training set, en fait. C'est-à-dire qu'en abscisse, Le nombre accumule dans le training set.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, plus le nombre d'itérations augmente en abscisse, Mhm, plus mhm. j'ai d'instances dans mon training set. Et donc, en fait, ça me permet de voir, de visualiser, en fait, quand je rajoute des données, quel est l'impact sur mes performances sur le training set et sur le test set. Mais c'est vrai que c'est effectivement pas très D'accord. conventionnel, puisque habituellement, ce genre de Oui, démarche se c'est fait vraiment plutôt. Ouais. voilà, moi, la seule chose contre laquelle je peux vous prévenir, c'est attention, vous pouvez vous heurter à un blocage total. C'est-à-dire que vous dire, on ne sait pas comment, en sortant de cette démarche, est-ce que vous avez la garantie d'avoir visité le modèle le plus intéressant dans le monde des forêts aléatoires et est-ce que vous avez la garantie d'avoir visité le meilleur modèle dans le monde des régressions et vous les avez comparés? On peut vous dire facilement que non. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, je pense que il faut faire, parce que c'est un peu la tarte à la crème des gens qui font la data science, c'est de vous reprocher la démarche. Voilà. Donc c'est juste, il faut faire attention à ça, hein. Mais bon. D'accord. Donc, il aurait Après le reste, fallu peut-être faire des choses oui, un petit peu plus conventionnelles en termes de. je pense malheureusement, parce que en fait, vous n'arrivez, euh, quoi qu'on dise, la démarche théorique derrière la validation croisée pour fouiller dans un espace de modèle, elle est quand même assez cadrée théoriquement dans le sens où on veut le modèle qui minimise l'erreur de prédiction théorique. Mais alors, par contre, je précise quand même que la validation croisée, bien sûr, je l'ai suivie, hein. C'est-à-dire que là, si Oui, on je sais. regarde plus Ah oui, tard j'ai vu. sur Ah, j'ai pas fait. le Ouais, Random j'ai vu, Forest, ouais. j'ai bien eu cet aspect-là. Mais par contre, sur la régression linéaire, euh, Ah, c'est j'en compliqué. suis même pas arrivé à cette étape. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, sur la régression linéaire, je sais que c'est compliqué. Ah oui, moi, voilà, moi, vous m'aurez dit que vous avez abandonné la régression linéaire en raison de ses faibles performances. Quand on n'est pas en polynomial, ça aurait été vite compris. Ouais, c'est pas un problème, hein, c'est juste pour ne pas vous heurter oui, c'est aux mœurs un peu qu'effectivement, trop de façon léchées, plus quoi. Ouais. synthétique, effectivement, enfin là j'ai décrit en fait l'histoire, c'est-à-dire la démarche Oui, successive que j'ai oui, suivie. oui. Mais Oui, c'est un peu pour écarter le monde de la régression. Ouais. c'est vrai que la C'est un régression peu, vous linéaire, décrivez un peu les. ouais, c'est ça. En fait, ce que j'ai précisé dans la Mhm. conclusion, c'est que dans les perspectives, on pourrait encore travailler la régression linéaire. Il faudrait monter le nombre de D'accord. features jusqu'à aboutir à un overfit D'accord. et ensuite le régulariser. Et c'est vrai que D'accord. je n'ai pas exploré cette partie-là en fait. Je me Juste suis concentré sur le random forest. dans la partie où vous avez monté les différents paramètres que vous avez testés dans le tableau, les valeurs des paramètres que vous avez testés pour Random Forest. Ouais, Il y a un tableau, il y a une colonne, j'ai vu des paramètres Random je Forest. vais revenir dessus. Je vous en prie. Voilà. Je suis juste faire attention. Un estimateur, le nombre d'estimateurs dans une forêt aléatoire n'est Ouais, pas un, n'est pas un paramètre qui induit au love fit. Jamais. d'accord. Donc, la règle, c'est qu'on le prend le plus grand possible, de telle sorte à ce qu'on puisse faire les calculs avec nos moyens de calcul. Il Ah d'accord, n'induit c'est. pas, ouais, il n'induit, par construction, si vous prenez un peu de théorie du flux aléatoire, vous comprendrez très vite que par construction, il n'induit pas d'overfit, overfitting. En D'accord. revanche, le nombre d'arbres dans un gradient boosting, oui, il expose le modèle à du overfit quand il augmente. Ah oui, c'est intéressant à savoir parce que selon le cas dans lequel Attention, on se ouais. situe, c'est pas la même chose, Oui, quoi. oui, 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 oui. Il faut D'accord, vraiment faire attention. Vraiment, pour le Random Forest, pas de problème d'overfitting avec le nombre d'estimateurs, nombre d'arbres. Avec le boosting, oui, overfit. Avec le. Ensuite, juste une dernière question avant de finir. Donc ça me va très très bien. Oui, quand vous avez pondéré les données en fonction de la valeur des résidus.
Vous êtes d'accord? Vous avez pondéré les données en fonction de leur valeur de résidu, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Mm. Ça, vous êtes en train de changer de métrique, en fait. Il y a des métriques comme la métrique d'Uber D'accord. Ah oui. qui permettent de faire ça. Oui, pardon. Vous êtes en train de faire quelque chose qui est, pardon. Qui- Ouais, qui est La pas métrique, standard, quoi. oui, oui, je pense qu'il est, ouais, c'est la métrique que vous changez, mais c'est pas grave, hein. Donc, Alors, la c'est connu, métrique, hein, je ça se fait pense. bien, ça se fait très très bien. En fait, vous êtes en train de, votre RMSE, quand vous faites la somme des carrés, vous mettez un poids devant qui est proportionnel au carré, enfin, qui est proportionnel au résidu, en fait. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire que C'est là, ça. le poids qui est en ordonnée, en fait, il n'est pas Oh, homogène avec mon ouais, ouais, RMSE ou ouais, mon. ouais, Donc en fait, ouais. il aurait fallu, pour être plus rigoureux, être homogène avec soit mon RMSE, soit mon erreur moyenne 90% du temps. Un peu, oui, mais C'est ça. c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, je vois. C'est pas, ça, c'est rien, quoi. Donc, c'est juste, c'est des trucs un peu. Mais Bon, franchement, c'est tu pas me mal, hein. renseigneras. Franchement, c'est pas mal. Bon, voilà, juste le seul truc, quand vous le vendez, c'était le début. Ne le vendez pas comme une démarche pour comparer la famille des forêts aléatoires et la famille des régresseurs, mais essayez de l'expliquer comme une explication pourquoi vous ne vous focalisez pas sur le monde de la régression. Ouais, parce que c'est pas celui Voilà, qui c'est était le juste, plus prometteur dans le temps qui est voilà, imparti, quoi. très vite vous vous écartez à cause de ces problèmes de calcul, de temps de calcul, etc. Très vite, vous allez voir que les gens sont assez comprennent. Ouais. Ah oui, je vois. Voilà. Mm. Donc, ouais. Donc, vous pouvez arrêter l'enregistrement juste avec voilà. Donc, en fait,